Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des news très intéressantes cette semaine-ci, même assez inattendues. Vous avez Steam qui a annoncé sa console mobile, qui est la Steam Deck, qui sera un peu une concurrente à la Switch comme certains le disent, mais c'est pas vraiment le même marché, mais elle est très intéressante franchement. Nous avons aussi des news au niveau spatial, parce que vous avez le Hubble Space Telescope qui a été réparé, ils ont réussi à le refaire fonctionner, ça c'est très intéressant. Et d'autres petites news, vous avez la table des matières de toute façon dans la description ainsi que sur la barre de lecture, comme ça vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Donc commençons justement par la news qui a certainement fait le plus parler d'elle, et c'est l'annonce par Valve du Steam Deck ou de la Steam Deck. C'est une console portable avec un écran de 7 pouces qui ressemble assez bien à la Switch dans son principe avec des contrôleurs de chaque côté comme vous pouvez voir. Mais c'est là que les ressemblances s'arrêtent parce qu'ici, vous avez basiquement un PC. Donc c'est un petit peu dans la même lignée des consoles portables, enfin on va dire consoles portables qu'on a vu ces derniers temps, où vous avez des sociétés en fait qui font des ordinateurs avec des contrôleurs attachés directement sur les côtés. Et c'est un PC en fait, il y a Windows qui tourne dessus, mais vous pouvez faire du coup tourner tous vos jeux Windows classiques et utiliser les contrôleurs sur le côté. Et comme vous avez une batterie intégrée, vous pouvez jouer à peu près n'importe où. Donc ça, on en a déjà eu plusieurs d'annoncés. J'en ai déjà parlé dans les Tech Sama Show. Et c'est assez similaire à ça, en fait. Mais c'est encore différent parce que, si vous ne le savez pas, Valve, avec Steam, ils ont fait SteamOS. SteamOS, c'est tout simplement une distribution Linux, custom en quelque sorte, qui est basée sur Arch Linux d'ailleurs, qui intègre parfaitement Steam. Et comme en plus, pour information, Valve a aussi fait beaucoup de travail pour faire en sorte de faire tourner les jeux Windows sur cette version SteamOS, mais aussi sur Linux de manière globale, vous pouvez profiter d'énormément de jeux Windows sur Linux, basiquement. Donc c'est assez unique parce que Linux devrait être beaucoup plus efficace que Windows, déjà au niveau gestion de batterie et tout. Donc ça devrait donner une console, en quelque sorte, beaucoup plus intéressante que les PC Windows mobiles qu'on a pu voir ces derniers temps. Il y a encore d'autres fonctions assez uniques. Par exemple, le fait que vous avez donc évidemment les D-pads et tout ça sur les côtés, mais vous avez aussi deux petites surfaces tactiles de chaque côté. Donc ça vous permet d'émuler par exemple une souris et donc de jouer à des jeux qui ne supportent pas d'avoir une manette, et ça c'est très intéressant. Vous avez évidemment une interface Steam qui se lancera en plein écran. Steam a déjà ça, c'est Big Pictures par exemple, qui vous permet de jouer. Par exemple, si vous avez un PC que vous mettez à côté de votre TV, vous pouvez vraiment jouer dans cette interface. Elle se contrôle entièrement à la manette et donc vous pouvez jouer à distance. Donc certainement, il y aura une interface très similaire dans cette Steam Deck pour le contrôler beaucoup plus facilement. Mais ça reste un PC, il faut le tenir compte. Ça. Vous avez quand même un environnement full Linux derrière, un bureau full Linux. Vous pourrez installer des applications classiques, surfer le web ou ce genre de choses. Donc ça restera un PC. Et même, vous pourrez certainement installer Windows dessus pour ceux qui le veulent vraiment, même si selon moi ça gâche un petit peu l'intérêt du produit. Donc le prix de base de ce Steam Deck sera de 419 € pour un modèle 64 Go. Et c'est pas un 64 Go de SSD, c'est de l'eMMC. Pas ce qu'il y a de meilleur selon moi. Ensuite, vous avez un modèle à 549 € avec 256 Go voilà, de stockage SSD. Et puis un modèle à 679 € avec 512 Go de stockage. Il y a aussi d'autres différences. C'est pas juste, oh, vous payez 100 € plus cher, on vous met 256 Go de stockage en plus, parce que ça, c'est un très mauvais deal. Il y a quelques trucs en plus. Par exemple, vous avez une meilleure protection en verre trempé apparemment. Vous avez un étui de transport exclusif, comme il le dit. Je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine, honnêtement. Il y a un truc qu'on verra un petit peu après, mais peut-être qu'il y a moyen d'étendre ce stockage. Il y a aussi quand même un port de carte SD dessus. Donc, comme ça, vous pouvez mettre tout ce qui ne requiert pas énormément de vitesse dessus. Peut-être tout ce qui est émulation, parce que cette console va être parfaite pour faire de l'émulation, forcément. Hein, vous devez bien vous en douter. Donc, l'émulation, pour ceux qui ne savent pas, c'est faire tourner des jeux d'autres consoles, par exemple Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS ou même Nintendo Switch techniquement. Du coup, le dernier truc qui pourrait vous intéresser, c'est les specs. Et ça, elles sont plutôt intéressantes. Ça va utiliser un APU AMD, donc une puce AMD avec une partie graphique AMD. Donc ça sera basé sur Zen 2, donc ça adapte un petit peu, 4 cœurs 8 threads, suffisant pour une console pareille. Mais le plus intéressant, c'est que la partie GPU, ce sera un GPU RDNA 2. Donc ça veut dire que ce sera le même genre de GPU qu'on a dans la PlayStation 5, la Xbox Series X
ou même dans les dernières cartes RX 6000 de AMD. Évidemment, c'est une version beaucoup plus petite, hein, vous n'aurez pas autant de puissance, mais c'est une architecture récente et plutôt puissante. Donc cette APU consommera de 4 à 15 watts, ce qui est plutôt serré comme TDP, donc ça devrait donner une bonne durée de batterie. Ils ont indiqué que ce serait de 2 à 8 heures, donc ça dépendra énormément de ce que vous faites sur la console, évidemment. 2 heures, ça doit être dans les plus gros jeux AAA, et 8 heures, c'est certainement peut-être juste à surfer le web, éventuellement, on verra bien. Voilà un petit peu plus à quoi elle ressemble. D'ailleurs, on avait d'autres images sur le site de Valve de toute manière. Et globalement, il y a quand même quelques trucs, je me dis, genre, l'ergonomie ne sera peut-être pas la meilleure, surtout avec le D-pad comme vous pouvez voir et les touches X, Y et A et B qui sont bizarrement très sur le bord de la console. C'est pour laisser un peu de place justement pour ce pad numérique ici, ou plutôt ce pavé tactile. Donc je ne suis pas convaincu par ça personnellement parce que c'est très au bord, donc ça veut dire que votre main sera vraiment serrée. Je le vois par exemple, ça c'est quelque chose que je suis en train de tester en ce moment, c'est une manette, je vous la montre ici, Android, comme vous pouvez voir, avec le téléphone que vous pouvez mettre au milieu. Et yep, si les boutons étaient vraiment sur le bord, je le teste là, ça ferait bizarre, ça ferait vraiment bizarre. Ça peut être aussi un problème pour quelqu'un qui a des plus petites mains, donc ça il faudra voir. C'est clairement une console faite pour les adultes. Ça se voit par rapport à... La Switch est une console faite pour les enfants ou les adolescents. Ça se voit au niveau de son ergonomie, de sa taille. Ici, c'est une console faite vraiment pour les adultes. Donc, on voit d'ailleurs sur toutes les images, c'est toujours un adulte qui y joue. Donc, ça semble logique. Un dernier assez gros intérêt avec la Steam Deck, c'est que comme vous avez Steam intégré, vous allez pouvoir jouer avec Steam Link. Steam Link, c'est un petit peu le service de streaming de Steam, sauf que c'est un service que vous faites tourner vous-même. En fait, ça vous permet de lancer le jeu sur un PC à distance et de le streamer sur un autre PC ou par exemple sur la Steam Deck, justement. Donc ça vous permettra à la maison, de jouer à vos jeux sur votre PC tout en étant dans votre salon tranquillement et sans entendre le bruit de votre PC, sans avoir la chaleur de votre PC aussi. Donc ça c'est très intéressant. Peut-être que les 8 heures de batterie indiquées, d'ailleurs, c'est peut-être en mode Steam Link. Parce que là, c'est juste du streaming de vidéos et ça envoie les inputs à travers votre réseau. Et comme c'est en local, si vous avez un très bon Wi-Fi, honnêtement, les latences sont très très basses. Donc, c'est meilleur que la plupart des services de streaming, quoi qu'il arrive. Franchement, très intéressant comme console. C'est pas pour tout le monde. C'est clairement pas pour tout le monde. Il y en a qui dans les commentaires. Ouais, moi, c'est vraiment pas pour moi. C'est normal, ce n'est pas pour tout le monde. Mais ce que ça offre est hyper intéressant. L'APU est très intéressant d'AMD ici, surtout au niveau de la partie graphique. Le fait qu'il y a SteamOS aussi est selon moi très intéressant parce que, comme je l'ai dit, toutes les consoles qui existaient à l'heure actuelle, comme ce Steam Deck, on peut les voir. Il y en a quelques-unes listées sur la news. Non, c'est sur l'autre news, on verra après. Mais il y en a quelques-unes et c'est Windows toujours. Et le problème, c'est que Windows n'est pas fait pour ça. Donc vous utilisez plus un PC Windows qu'une console portable. Donc c'est un peu de bricolage par moment. Et au final, ce qui permet de rendre ces consoles plus intéressantes, c'est encore une fois le mode Big Pictures de Steam. Donc, yep, c'est ça que je dis que là, on a quelque chose où vraiment ça pourrait être... Vous la lancez comme une console classique, vous ne finissez pas sur Windows ou autre chose. Vous avez une interface que vous pouvez entièrement contrôler avec le D-pad et tout ça. Et vous pouvez vraiment l'utiliser comme une Switch ou autre chose. Évidemment, vous n'aurez pas les jeux Switch, mais vous aurez tout le catalogue de jeux qu'il y a sur Steam, ce qui est assez énorme. Enfin, en réalité, ce n'est pas tout le catalogue sur Steam, parce que je rappelle que c'est basé sur Linux, donc il faut qu'ils rajoutent le support de ces jeux-là. Ils le font via, en fait, ils ont repris Wine. Wine, c'était un programme qui permettait d'émuler basiquement un environnement Windows pour tous les programmes Windows, et leur faire croire qu'en gros, ils sont sur Windows. Et il fonctionnait comme ça. Du coup, ils ont repris Wine et ils l'ont intégré justement à Steam au niveau Linux. Et ça vous permet de jouer à pas mal de jeux. Genre The Witcher tourne pleinement sur cette version-là. Et il se croit sur Windows. Genre Witcher se croit sur Windows. Mais ils n'ont pas modifié le jeu. Ils ont modifié ce qu'il y a derrière pour que le jeu se croie sur Windows. Ce qui est très intéressant, franchement. Ça peut rajouter un petit peu de charge derrière, par contre, ça pourrait enlever un petit peu de la batterie. Mais comme Linux est globalement plus efficace, selon moi, au niveau process et tout ça, je suis pratiquement sûr que ce sera une console qui aura une meilleure batterie que l'équivalent que si vous faites tourner Windows, par exemple. Surtout que là, Valve va pouvoir l'optimiser. C'est leur
c'est leur distribution Linux qu'ils font eux-mêmes. Donc elle va pouvoir être parfaitement réglée pour la console. Et ça, c'est très intéressant aussi. Donc yep, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça devra arriver, les premiers exemplaires, ils disent, seront expédiés en décembre 2021. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite par contre. Donc c'est vraiment une annonce faite largement à l'avance. Il y a aussi, vous voyez, des boutons à l'arrière, on les voyait assez bien. Donc c'est largement fait à l'avance ici. C'est en précommande par contre, vous pouvez les réserver. Je dirais, vous pouvez le faire si vous êtes hyper intéressé, vous savez que vous allez adorer ça. Mais voilà, ça ne fait pas de mal de quand même attendre la sortie, voir des reviews si c'est correct. Parce que Steam et Valve aussi ont déjà sorti des trucs sympas. Ils ont un casque de réalité virtuelle qui marche très bien, il est un peu cher. Vous avez leur manette qui était intéressante, mais voilà, qui est un peu floppée honnêtement. Donc c'est ça que je dis qu'il faut voir. Parce que peut-être il y aura des bugs, il y aura plein de problèmes avec, on n'en sait rien. Donc là, on voit juste des magnifiques rendus 3D, c'est beau, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ensuite, une petite news en rapport avec ça, c'est le fait que, ben, vous avez vu, il y a un SSD dans cette console qui est, selon moi, plutôt limité. Hein. 512 Go, ça reste un petit peu limité, parce que c'est tout ce que vous avez de stockage. Vous pouvez mettre une carte SD, mais voilà. Donc, il y a des gens qui ont posé la question, tout simplement. Vous avez Gaben, qui est Gabe Newell, c'est ça, oui, son nom, qui est le CEO de Valve, si vous ne savez pas. Et il a répondu que oui, il y a un slot M.2 dedans, donc un slot classique pour SSD M.2, et c'est même un slot 2330, donc c'est les plus petits, c'est les plus courts, c'est celui-là ici. C'est plutôt rare de trouver des SSD pour ce format-là, mais c'est possible. Et du coup, ça permettrait d'upgrade le stockage de justement cette console. Le seul problème, par contre, ils l'ont rajouté sur leur site après, c'est que tous les modèles utilisent encore une fois ce socket M.2, tous, hein, donc même le modèle 64 Go, mais ce n'est pas fait pour être remplacé par l'utilisateur. Les problèmes qu'on peut voir derrière, c'est que évidemment vous devrez copier ce qu'il y a dessus, donc copier ce qu'il y a sur par exemple le SSD de 64 Go, le mettre sur un nouveau SSD pour être sûr que votre console démarre. Et puis surtout, le plus grand problème à mon avis, c'est que vous devez rentrer dedans. Et quand on voit, bon, la Switch, c'est encore facile de rentrer dedans, mais là il y a un petit peu plus de refroidissement, il y a beaucoup plus de hardware dedans, hein. Ça doit être très compact à mon avis, et du coup, oui, ça ne m'étonnerait pas que le problème, c'est plus que si vous l'ouvrez, vous n'avez pas forcément la garantie de pouvoir la refermer correctement. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne conseillent pas. Après, il faudra voir d'ici la sortie, aussi bien d'ici la sortie, on va voir que, ouais, tu ouvres juste tu enlèves quelques vis, tu enlèves la plaque, tu as directement accès au SSD, hop, tu l'enlèves, tu le remplaces, tu vas le copier évidemment sur un autre PC, le contenu du SSD, et puis hop, ça marche quoi. Donc faudra voir. Mais une chose est sûre, eux, ils ne le conseillent pas. Mais en général, ils ne le conseillent jamais parce que ils veulent donner de l'intérêt pour les meilleurs modèles. Ça semble logique. Donc, faudra voir si peut-être il y a moyen de prendre le modèle 64 Go qui coûte beaucoup moins cher quand même et arriver à l'upgrade nous-mêmes derrière. Ensuite, nous avons, je voulais juste vous montrer, ça c'est une petite comparaison qu'ils ont toujours. Vous avez les plus populaires de ces consoles portables, donc vous avez le Steam Deck, vous avez le One X Player qui a été annoncé récemment. J'en ai commandé un personnellement parce que je suis plutôt intéressé de pouvoir faire de l'émulation dessus. Donc ça, je vous ferai certainement une vidéo dessus. Il est assez aussi intéressant au niveau des specs. Ce qui m'a attiré le plus, c'est qu'il a un écran de 8,4 pouces et j'aime assez bien un grand écran personnellement, donc voilà. Après, ça veut dire aussi que la console est plus lourde et tout, donc c'est un peu un plus et un moins à la fois. Vous avez aussi la Aya Neo qui est assez similaire parce qu'elle utilise aussi un APU AMD en Zen 2. Et par contre, là, c'est un Seeker C-Thread et surtout, c'est une ancienne architecture. Donc, c'est du Vega 6 ici. Donc, c'est moins puissant. Le GPU RDNA 2 ici sera forcément beaucoup plus puissant que justement l'Aya Neo ici. On a aussi évidemment la Nintendo Switch juste pour comparer, mais voilà, la Nintendo Switch commence à dater un petit peu niveau spec, hein, franchement. Elle marche très bien, il n'y a aucun problème, mais elle date un petit peu niveau spec. La force de la Nintendo Switch, c'est évidemment l'écosystème, les jeux que vous avez dessus, pas vraiment le hardware. Parce que le hardware, il est genre, quand vous avez le drifting sur les Joy-Con et tout ça, yep, c'est plutôt bof. Et le modèle OLED, évidemment, 7 pouces sera un petit peu plus confortable au niveau diagonale d'écran. Mais je m'attends pas non plus à une méga upgrade, genre au niveau des, justement, encore une fois, les Joy-Con ou autre chose. Donc, yep, on verra bien. Une chose est sûre, il y a des choses très intéressantes qui sortent ces derniers temps au niveau console portable. Et même si il n'y a pas la console parfaite, il y en a qui sont pas très loin, selon moi, d'être parfaites, hein, franchement.
Il y avait aussi un autre point, aussi au niveau spec, j'avais oublié. Elle utilise cette console Steam Deck, elle utilise la LPDDR5 pour la première fois. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On commence à voir un petit peu de DDR5 arriver. Après, ça arrive fin d'année. Donc la DDR5 devrait arriver fin d'année. Donc c'est logique en quelque sorte. Ensuite, nous avons une news au niveau de l'espace et de Hubble. Donc le Hubble Space Telescope, je pense que vous devez tous le connaître, qui nous a donné des magnifiques images, qui était un télescope qui avait été lancé au début et qui avait un problème avec son miroir. Ils avaient dû aller le réparer, si vous vous souvenez. Et puis après ça, il a fonctionné parfaitement pendant beaucoup plus longtemps qu'il n'aurait dû. Hein. Il avait une durée de vie normalement prévue, si je me souviens bien, 10 ans, c'était ça? Et il a fonctionné bien plus que ça. Mais récemment, il a eu des problèmes. Ils ont dû arrêter le télescope. Il est passé en mode safe parce qu'ils avaient un problème avec l'ordinateur principal. Eh bien, réjouissez-vous. Ils ont réussi à régler les problèmes. Et ça, c'est assez exceptionnel parce qu'ils ont réglé tout ça à distance. Il n'y a personne qui a été voir et qui est arrivé avec sa boîte à outils, taper un coup dessus ou je ne sais quoi. Ils ont tout réglé à distance et en gros, ils ont pu utiliser les ordinateurs de backup apparemment pour le refaire fonctionner. Donc, c'est pas parfait. Hein. Il y a de moins en moins de systèmes qui fonctionnent dessus. Hein. Petit à petit, il perd en fonctionnalité. Mais bon, il est toujours là en orbite. Autant l'utiliser le plus longtemps possible. Donc ça, c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. Et c'est, pour information, l'un des meilleurs télescopes qu'on a. Parce que comme il est en basse orbite, il est capable d'éviter d'avoir tout ce qui est interférence avec l'atmosphère déjà. Et aussi, il est au-dessus de l'orbite de Starlink, donc il n'y a pas les satellites Starlink qui apparaissent sur son image, donc c'est plutôt un avantage. Donc, yep, c'est un des meilleurs télescopes plutôt qu'on a. Enfin, c'est un satellite aussi techniquement. Donc, l'un des meilleurs télescopes, quoi qu'il arrive. Et j'ai hâte de voir les autres images qu'on pourra avoir justement de Hubble. Au passage, vous avez aussi le James Webb Telescope qui doit arriver bientôt, qui continue un petit peu d'être repoussé de plus en plus. Ça aussi, c'est un télescope qui va franchement révolutionner pas mal de choses. Lui, il est assez différent par contre parce qu'on l'envoie beaucoup plus loin. On l'envoie dans une position où il sera protégé du soleil. Il a même une énorme truc qui le protège du soleil parce que ici, le Hubble Space Telescope regarde la même chose qu'on voit. Il enregistre la lumière normale qu'on voit nous aussi. Le James Webb Telescope, c'est lui, regarde les infrarouges. Donc, il doit être protégé du soleil parce que, évidemment, le soleil fait énormément d'infrarouges. Mais il a une telle taille, le James Webb Telescope, c'est genre 8 mètres pratiquement. Il me semble que c'était pas loin de 8 mètres. Hein. Ou un petit peu moins de 8 mètres. Je ne sais plus. Il a un miroir qui se déplie, donc il atteint une circonférence énorme. Et il va nous donner des images franchement incroyables. Donc ça, j'ai hâte qu'il soit aussi en partie hein, et qu'il soit là où il doit être et surtout qu'il soit déployé et que tout va bien. Parce qu'imaginez qu'ils ont un problème avec alors qu'il est tout là-bas. Il n'y a personne qui peut le réparer. Hein. C'est fichu d'avance, hein, franchement. Donc, yep, on verra bien. Ensuite, on a une news au niveau de Elgato qui a annoncé quelques produits intéressants. Vous avez notamment la Facecam dont j'ai fait une review. Elle est juste ici d'ailleurs. Est-ce qu'on la voit si je fais ceci? Voilà, elle est là. Elle vous regarde un petit peu. Donc ça, j'ai fait une vidéo de test. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Globalement, pour vous faire un petit résumé, webcam intéressante, franchement, mais un petit peu trop cher. Pour moi, 200 €, c'est beaucoup d'argent pour une webcam. Donc, yep. Si vous êtes streamer, réellement streamer, pas que vous voulez démarrer dans le streaming, oui, ça peut être intéressant. C'est un investissement, 200 €. Si c'est votre métier, ça peut valoir la peine, surtout qu'elle a beaucoup de réglages derrière qui vous permettent d'exactement la mettre comme vous le voulez. Après, je vous conseillerais aussi de peut-être regarder à des appareils photo. Un combo exceptionnel que je recommande souvent, c'est vous prenez le Camlink et vous prenez le Sony A5100. Le Sony A5100, c'est un appareil photo APS-C, ça se dit comme ça, oui, de chez Sony. Donc c'est un capteur plutôt grand en fait par rapport à une webcam, mais pas non plus au niveau des meilleurs appareils photo. Donc ça vous donne une bien meilleure lumière. Et d'occasion, vous pouvez l'avoir à 300-400 €. Ça reste beaucoup d'argent, mais vous avez un full appareil photo. Vous pouvez prendre des photos avec. Et il peut filmer du 1080p 60 fps en très bonne qualité du coup. Et avec le Camlink, ben là, vous avez un setup de streaming qui est juste parfait. Pour information, moi, je filme ici avec un Lumix G7 qui a techniquement un capteur un petit peu plus petit que le A5100. Mais le Lumix G7, ici, je lui ai mis un assez bon objectif et aussi un speed booster. Donc, il a quand même des très bonnes capacités en termes de lumière, même dans un studio où des fois, c'est pas non plus parfaitement éclairé. Hein. Mais bon, peut-être plus tard, je l'upgraderai vers quelque chose d'encore mieux. On verra bien.
En attendant, ça me va très très bien. Du coup, ils n'ont pas juste annoncé la Facecam. Le deuxième produit qui était assez intéressant, c'était le Wave XLR. On va directement cliquer dessus. Donc le Wave XLR, c'est basiquement une interface audio que vous mettez sur votre bureau. Vous pouvez brancher votre micro XLR dedans. Vous pouvez d'ailleurs brancher à peu près tout niveau micro, que ce soit des micros qui requièrent une alimentation fantôme 48 volts, mais aussi des micros dynamiques comme le Shure SM7B que vous avez juste ici. Le Shure SM7B, c'est très important parce que c'est un micro qui requiert énormément de gains, donc vous devez beaucoup augmenter le son pour avoir un son utilisable. C'est parce qu'il est très, genre il est très, comment dire, silencieux, on va dire, voilà, comme ça. Et donc il faut l'augmenter à fond. Et ça, vous n'avez pas beaucoup d'interfaces qui peuvent le faire. Bien souvent, on recommande d'avoir un Cloud Lifter qui est basiquement un appareil qui juste augmente le gain d'un certain nombre pour juste remonter le gain de ce genre de micro. Donc là, vous n'avez pas besoin. Donc vous avez tout intégré. Ça coûte 160 €. C'est un petit peu cher, surtout d'un point de vue hardware, genre ce que vous avez vraiment au niveau du hardware. Après, la grosse force du Wave XLR, c'est que vous avez tout le software des Waves, donc les micro-waves dont j'avais fait une review. Et pour information, c'est extrêmement complet ici parce que vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Donc si on continue de défiler, vous avez, voilà, je continue de défiler, voilà, Wavelink. Donc vous pouvez avoir différentes pistes, ou plutôt vous pouvez avoir différentes sorties sonores sur votre PC. Donc vous pouvez avoir une sortie par exemple pour la musique, vous pouvez avoir une sortie pour votre jeu, une sortie pour le son de votre PC, une sortie pour le son de la voix de votre teammate sur Discord. Et comme ça, vous pouvez mettre dans chaque appareil, dans chaque logiciel plutôt, vous mettez leur périphérique de sortie correspondant. Donc dans Discord, vous allez mettre la voix des gens qui parlent, voice chat. Dans Windows, vous mettez le son système. Dans votre programme de musique, vous mettez la sortie musique. Et comme ça vous permet de régler, par exemple, avec un Stream Deck, de manière indépendante, les niveaux de volume et tout, sans aller dans les paramètres Windows ou autre chose, dans le mélangeur de volume. Et surtout, dans un programme comme OBS, vous pouvez enregistrer les pistes que vous voulez. Donc, vous pouvez juste, pour votre record, enregistrer votre voix, la voix de votre teammate, le son du jeu, mais par exemple le son de Windows et le son de la musique, hop, vous le virez, vous n'en avez pas besoin pour votre enregistrement. Extrêmement pratique ce genre de choses. Par contre, contrairement par exemple au Go XLR que j'ai personnellement juste devant moi, où vous avez des sliders physiques, ici vous n'avez aucun bouton physique à part juste le volume. Alors vous pouvez appuyer dessus pour changer ce que ça règle, mais soyons honnêtes, voilà, c'est pas aussi bien qu'un Go XLR. Donc c'est vraiment pour quelqu'un qui a un Stream Deck. Si vous n'avez pas de Stream Deck, ça diminue énormément l'intérêt pour moi. Évidemment, vous pouvez le régler au niveau logiciel avec votre souris, mais vous n'allez pas quitter votre jeu pour « Attendez, je vais régler le volume ». Ouais, c'est pas trop ça. Un autre avantage, c'est que ça supporte Mac, par contre. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'options pour ceux qui sont sur Mac. Le Go XLR ne marche pas sur Mac, par exemple. Donc ça peut être une très bonne alternative pour ceux qui le sont dessus, justement. Et sinon, voilà, vous pouvez rajouter autant que vous voulez. Il y a beaucoup de fonctionnalités dedans, c'est très intéressant. Mais yep, le manque de sliders aussi, parce que même si vous utilisez le Stream Deck, vous avez juste des boutons. Et les sliders, c'est quand même mieux. Là, je peux vraiment utiliser le slider, augmenter, diminuer, mettre exactement le volume comme je veux, juste en pointant du doigt et en bougeant le slider. Beaucoup plus rapide que aller dans le Stream Deck, commencer à appuyer plusieurs fois pour diminuer le volume ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est pas parfait, franchement. Je pense que si vous aimez bien régler, vous avez besoin de régler souvent, le Go XLR, surtout le Go XLR Mini, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, y compris le fait qu'il peut augmenter un micro comme le Shure SM7B, est vendu 200 € si je me souviens bien. Donc il n'est pas si loin en termes de prix et il a les mêmes capacités et il a plus de capacités physiques surtout. Donc à vous de voir ici. Mais je trouvais que c'était l'un des produits les plus intéressants qu'ils ont annoncé clairement. Un autre truc qui était intéressant, c'est qu'ils ont sorti un bras de micro. Ils l'ont sorti à 99 €. C'est à peu près le prix des meilleurs bras de micro. Donc par exemple, vous avez ici le Rode PSA1 qui grince un petit peu. Il faudrait que je le grince un petit peu. De WD-40 par-ci par-là ne ferait pas de mal. Vous avez aussi le Compass de chez Blue. Ils sont tous vendus à 99 € bien souvent. Donc c'est le prix classique pour des pieds haut de gamme de micro. Et ils ont deux versions, c'est ça qui est assez intéressant. C'est notamment une version normale, juste surélevé, comme j'ai actuellement avec le Rode PSA 1. Et vous avez une version qui est faite pour passer en dessous de votre écran. Donc elle passe juste en dessous de votre écran. Et comme ça, votre pied ne vient pas du côté. Ça ne vous gêne pas quand vous parlez. Comme moi, des fois, vous devez le voir dans certaines vidéos, je tape le micro sans faire exprès.
ben là, j'aurais pas le problème si le micro venait d'en dessous de l'écran, juste devant moi. Après, dans mon setup, je peux pas le faire fonctionner comme ça, malheureusement. Enfin, je pourrais, mais compliqué. Peut-être que j'y regarderai un jour, mais compliqué pour le moment. Surtout que ce micro-là, j'utilise souvent pour les autres vidéos où je suis sur l'autre setup. Donc là, avec l'avantage, c'est que si le pied est à ma droite, je peux le tourner et l'utiliser sur l'autre bureau, mais je pourrais pas le faire avec si j'avais le pied qui passe en dessous de l'écran. Donc c'est un autre problème. Mais bref, c'était c'était les différents trucs intéressants. Ils ont annoncé d'autres choses. Ils ont annoncé une extension pour leur Lightstrip. J'ai envie de dire enfin parce que voilà, c'est un petit peu nécessaire. Après, leur Lightstrip est un petit peu bizarre parce que elle fonctionne pas par exemple avec les produits Corsair. Genre quand vous utilisez iQt chez Corsair, vous pouvez pas contrôler les iStrip de chez Elgato, ce qui selon moi est assez dommage, franchement. Et puis vous pouvez pas les synchroniser ensemble, donc ça c'est dommage. Elles ont une bonne qualité, elles sont un peu chères, franchement, pour ce que c'est pour la plupart des gens, mais la qualité de la lumière que vous avez est très bonne pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Mais c'est juste que, il faudrait que ça fonctionne un petit peu plus avec d'autres appareils, selon moi. Mais bon, et les extensions se sont fait un peu tarder parce que par défaut, avec le kit, vous avez 2 mètres. C'est déjà pas mal 2 mètres, mais si vous voulez vraiment faire tout un setup lumineux, surtout professionnel, parce que ce sont des LED professionnels, oui, vous pouvez pas. Vous pouviez acheter différents kits, mais je sais pas si vous pouvez les assembler ensemble. Donc les extensions, c'est une bonne chose de les avoir, mais un petit peu trop tard. Et sinon, il y avait d'autres trucs, il me semblait. Il y a un truc de studio pour designer des trucs, mais bon. Moi, ça m'intéresse pas trop ça. Ce qui m'intéressait surtout, c'était la facecam et le basiquement Go XLR. Et ensuite, la deuxième news très notable avec FSR, c'est le fait que AMD avait promis que ce serait open source et maintenant AMD FSR est open source. Donc ça fait partie de leur programme AMD GPU Open, c'est plutôt GPU Open de manière générale. Donc c'est en gros un ensemble de technologies qui sont totalement open source, donc les gens peuvent aller voir eux-mêmes le code, le rajouter facilement à leur jeu sans rien payer à personne. Donc ça c'est très intéressant évidemment. Et surtout, c'est fait pour que n'importe quel constructeur de carte graphique puisse l'utiliser. Donc que ce soit Nvidia ou même Intel peuvent aussi en profiter s'ils le veulent vraiment. Donc là, AMD FSR est full open source. Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si Intel veut mieux le supporter pour ses cartes graphiques, ils peuvent le faire. Si Nvidia veut rajouter du support plus poussé sur leurs cartes graphiques, ils peuvent le faire aussi. Je ne sais pas s'ils le feront, mais ils peuvent le faire. Et aussi, ça veut dire que les développeurs vont pouvoir encore plus facilement le rajouter à leur jeu parce qu'ils peuvent voir exactement comment ça fonctionne derrière et tout. Donc ça, c'est plutôt un avantage aussi. Donc, là, je le dis encore une fois, le grand avantage d'AMD FSR, c'est le fait que c'est full open source. C'est comme quand vous avez eu la petite guéguerre AMD FreeSync et AMD et Nvidia G-Sync. Je vous rappelle que, selon moi, la guerre a fini le jour où, basiquement, AMD a dit que FreeSync était libre pour tout le monde, en fait. Ça fonctionnait même techniquement sur des cartes Nvidia s'ils le voulaient, s'ils rajoutaient le support en tout cas. Et du coup, tous les écrans à partir de ce moment-là sont devenus FreeSync. Et puis seulement les écrans de gamme des fois étaient G-Sync. Et puis finalement, Nvidia a dit OK, bon, on va supporter les écrans FreeSync. Et bon, Nvidia a dit selon Nvidia, ils ont rajouté le support de G-Sync sur plein d'écrans et ils ont révolutionné le gaming. Mais on sait tous au fond que c'est AMD qui les a forcés à faire ça. Donc, ça m'étonnerait pas qu'à force, on ait la même chose avec DLSS si ça continue. S'il y a beaucoup de développeurs qui se mettent derrière AMD, ça pourrait être le cas. Et je le rappelle, quand vous êtes développeur, surtout même un développeur AAA, vous n'avez pas la possibilité de supporter tout ce qui se passe au niveau carte graphique et tout. Vous avez des ressources limitées. Donc quand vous avez des ressources limitées, vous regardez. Vous êtes en mode, OK, on a 2 technologies pour augmenter les performances dans les jeux. On en a une qui marche sur 2 générations de cartes graphiques. Ça représente même pas 10% des gens, parce que franchement, les RTX 2000 et les RTX 3000, c'est même pas 10% des gens qui ont des PC gaming. Et encore, je suis gentil en disant 10%. Et à côté de ça, on a une technologie qui est open, totalement open source, on n'a rien à payer même derrière, même s'il me semble qu'il n'y a rien à payer pour Nvidia DLSS. Je dirais même que Nvidia aide les développeurs à implémenter DLSS pour justement avoir plus de jeux. Mais enfin bref, vous avez une technologie totalement open, et là, elle est supportée par 40% des cartes graphiques sur le marché. Parce que, vu le nombre de cartes graphiques supportées par AMD, ça doit certainement représenter 30-40% des cartes graphiques qu'il y a sur le marché.
là, il y a pas de débat. Genre, vous prenez la technologie qui marche sur le plus de PC possible. C'est juste logique, en fait. Surtout si ça prend autant de temps de développer l'une ou l'autre, vous prenez forcément celle qui est la plus facile à développer sur le plus de plateformes possible. Donc, c'est pour ça que je dis, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais à force, si vous êtes développeur, il n'y a aucune raison de prendre NVIDIA DLSS, selon moi, à part si vous avez une bonne relation avec NVIDIA, à part si vous êtes derrière autre chose. Si vous êtes juste vous êtes développeur, vous n'avez aucune relation avec AMD ou NVIDIA, vous prenez la technologie d'AMD, elle marche presque aussi bien, et elle est juste beaucoup plus intéressante à développer, ou plutôt à mettre en place dans votre jeu, parce que vous aurez beaucoup plus de gens qui peuvent l'utiliser. Donc ce sera plus rentable d'aussi l'intégrer à votre jeu. Donc ouais. Pour information, il y avait aussi une petite news, j'en profite, parallèle à ça. Vous avez aussi Microsoft qui serait en train de travailler sur leur propre technologie comme ça. Je ne sais pas comment on peut l'appeler avec Microsoft. Ce serait peut-être le Microsoft Super Résolution. Je ne sais pas. Dans tous les cas, Microsoft regarde à y travailler. Je rappelle que toutefois, Microsoft veut supporter FSR sur leur console. Donc c'est un petit peu bizarre qu'ils développent aussi leur propre technologie en parallèle. Donc à voir. Peut-être que c'est aussi une news qui vient, parce que c'est une news rumeur, peut-être que cette news rumeur vient du fait que comme Fidelity FX Super Résolution est open source, peut-être que Microsoft va reprendre ça et un petit peu l'adapter pour eux. C'est tout à fait probable. Donc ouais, on verra bien. Une chose est sûre, c'est une technologie très intéressante. J'ai déjà dit, mais on a des écrans 4K qui arrivent de plus en plus, ça devient de plus en plus abordable. Nous avons même des écrans 8K qui arrivent. Si on veut jouer dans ces résolutions-là, il nous faut des technologies qui basiquement font tourner le jeu à une plus basse résolution, parce que sinon c'est pas possible. Et si on arrive à avoir une qualité presque la même, mais un gain de performance énorme derrière, c'est une très bonne chose pour tout le monde. Imaginez une Switch qui fait le rendu des jeux en 720p, mais après le remet en très bon 1080p pour votre TV. Ce serait génial, franchement. Ou même limite du 4K, ce serait franchement génial. Donc, ouais, on verra bien. Ensuite, une autre news plutôt intéressante et plutôt prometteur aussi, c'est au niveau de ce fameux Exynos 2200, ce serait son nom, qui est le prochain processeur, je vous rappelle, de Samsung, en collaboration avec AMD au niveau GPU, forcément. Donc, vous auriez un GPU AMD et un processeur Samsung, et pour ça, pour un appareil mobile. Donc, ce serait pour soit un téléphone, soit une tablette, ou soit même des petits ordinateurs portables très compacts. Et du coup, le plus intéressant, c'est évidemment la partie graphique gérée par AMD. Parce que, soyons honnêtes, la partie processeur, voilà, j'y attends pas grand-chose. Je veux juste voir ce que ça donne au niveau graphique. Donc là, on a un leak à prendre avec des pincettes, évidemment, c'est pas 100% garanti. Ce processeur doit être encore annoncé, peut-être d'ici le mois d'août, on verra bien. Et du coup, ce processeur aurait 384 stream processeurs et utiliserait une architecture RDNA 2.0 de chez AMD. Donc, encore une fois, la même que vous avez dans les RX 6000 et les PS5 ainsi que Xbox Series X. Donc c'est très intéressant évidemment parce que alors 384 stream processeurs pour ceux qui se demandent, une RX 6700 qui est une carte graphique un petit peu en dessous d'une RTX 2080 Ti en a 2560. Donc juste pour vous resituer. Donc c'est évidemment pas au niveau de la puissance d'une grosse carte graphique pour PC fixe, mais 384, c'est déjà pas mal, surtout pour une puce mobile ici. On parle d'une puce qui tourne dans un téléphone. Ça nous donnera un niveau de puissance largement supérieur à la Switch et largement supérieur à toutes les puces graphiques qu'on a actuellement et même celle de chez Apple qui est intéressante, mais même Apple ont un petit peu du mal à sortir une grosse puce graphique au niveau mobile parce que des fois il n'y a pas non plus l'intérêt, mais yep. Donc là, c'est selon moi hyper intéressant, franchement. Donc on verra bien évidemment ce que ça donnera aussi au niveau CPU derrière, parce que je vous rappelle encore une fois que c'est un CPU de chez Samsung, donc ce ne sera pas forcément le meilleur. Mais si on a un très bon GPU et tout ça, on pourrait avoir enfin un processeur pour un vrai gaming phone, parce que jusqu'à maintenant, tous les gaming phones que vous avez vus, c'est toujours... Ah oui, on utilise le même Snapdragon 865 ou 888 que tout le monde, donc basiquement on a la même performance. On a un meilleur système de refroidissement, ce qui des fois peut aider, mais globalement vous avez les mêmes performances, quoi. Donc là, on aurait enfin quelque chose qui a de la puissance GPU, qui peut vraiment faire tourner des jeux assez complexes niveau graphique. Et ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne, franchement. Ensuite, on a une news qui sort un petit peu de l'ordinaire ici, parce que vous avez Debauer. Debauer, c'est
évidemment un YouTuber assez connu, allemand, qui fait aussi des vidéos en anglais pour information. Il fait tout ce qui est un petit peu au niveau overclocking et tout. Et il a fait une vidéo assez intéressante sur un PC qui a totalement brûlé. Donc il a été retrouvé dans un appartement qui a brûlé ici. Et comme vous pouvez voir, juste, c'est en piteux état. Là, c'est le water cooling totalement calciné et tout. Et en fait, la RTX 2070 Super qu'il y avait dedans, il a réussi à la sauver. Il a réussi à, évidemment, la sortir, nettoyer tout ce qu'il y avait, et elle fonctionnait toujours. Alors, je ne l'utiliserai pas forcément dans un PC, surtout qu'il utilise ici un système de refroidissement un petit peu exotique pour tester. Mais si vous remettiez un vrai refroidissement par-dessus, vous pourriez avoir une carte graphique fonctionnelle. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, comme quoi, des fois, l'électronique, des fois, peut être plutôt résiliente, on peut le dire, genre vraiment résistante à pas mal de choses, même si des fois aussi ça peut mourir pour des raisons très stupides. Mais ça, c'est intéressant à voir, juste à quel point des fois, ouais, c'est étonnant à quel point on peut avoir du hardware qui survit à des trucs qui ne devraient clairement pas survivre. Là, vous avez carrément du plastique fondu sur la carte graphique, hein, là derrière. Donc, yep. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est plutôt intéressant. C'est sur sa chaîne, c'est Debauer, vous avez le nom ici. Et yep, assez instructif. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. Il n'y a pas plus de news intéressantes selon moi. Peut-être que j'en ai manqué, c'est fort probable. Je ne peux pas lire tous les articles qui sortent sur le web et voir toutes les news qui sortent. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera après un prochain Texama Show et je vous dis ciao ciao.